Et je termine donc, on va avoir la chance de pouvoir y réfléchir avec cet après-midi d'abord Ronnie Broman, que je remercie d'avoir patienté, qui donc vient nous apporter son expertise sur le sujet, puisque non seulement vous avez une formation médicale, mais au-delà de ça, vous avez beaucoup travaillé à un niveau plus organisationnel, plus réflexif, et aussi sur les médias et l'humanitaire, dans un ouvrage dont vous êtes le co-auteur avec René Bachmann. Donc on va avoir le plaisir de vous entendre tout de suite. Par la suite, Gilles Carbonnier, qui est vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi enseignant au Graduate Institute. Et puis nous terminerons par une table ronde gérée par Romain Cliva, ici présent, avec Myrène Delgoa, Jean-Daniel Ruche qui va arriver, Gilles Carbonnier qui va reprendre du service à cette occasion-là, et puis Anne-Fred Widman pour côté journalisme avec Romain Cliva. Voilà, je vous remercie beaucoup, puis je vous passe volontiers la parole en vous remerciant pour votre patience. Bonjour. Les derniers mots qui ont été prononcés vont me permettre de faire une transition, puisque c'est le mot que je voudrais parler brièvement, sachant que mon exposé, j'ai une demi-heure, c'est ça? Trois quarts d'heure. L'exposé sera fait un peu de bric et broc, un aperçu divers sans une réelle continuité, parce que le sujet est extrêmement vaste et que pour bien le traiter, il faudra prendre plusieurs exemples et les développer, ce qui n'est pas possible dans le cadre de simple communication. En écoutant ces derniers mots, je pensais à une découverte, ce que j'ai fait il y a déjà bien longtemps, concernant la Fondation de Médecins sans frontières, fondation dont le récit canonique était assez simple. Il y avait un génocide au Biafra, des médecins se sont dressés contre l'accomplissement de ce génocide, ont rompu le serment de silence fait à la Croix-Rouge et ont annoncé au monde entier qu'il y avait un génocide en cours. Donc le témoignage humanitaire est aidé à ce moment-là. Et puis, disait ce récit, un autre groupe est venu se joindre à celui-ci, le groupe que nous appelions les Biafrais. C'est le groupe dit de Tonus, un journal médical, qui avait mobilisé des médecins pour les envoyer au Pakistan oriental, frappé par un cyclone d'une violence exceptionnelle qui avait provoqué 300 000 morts et bien plus encore de réfugiés, et qui donc était dans une situation de crise nécessitant l'intervention de médecins étrangers. Donc d'un côté, un génocide dénoncé par des humanitaires, de l'autre côté, une catastrophe naturelle. Et personnellement, je reproduisais, quand j'avais à raconter l'histoire des MSF, je reproduisais ce récit des origines parfaitement héroïque. On dénonçait un peu ces diplomates un peu poussiéreux, un peu enfoncés, qui étaient des gens du CICR, et nous, on renouvelait le genre en venant annoncer la vérité. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que la réalité était tout autre. La réalité était qu'il n'y avait pas de génocide au Biafra, la réalité était aussi que ces médecins n'avaient pas dénoncé un génocide. Ils avaient, comme d'ailleurs Nago l'avait dit, ils avaient raconté ce qu'ils faisaient et non pas ce qu'ils voyaient. Donc ils étaient parfaitement en ligne avec la ligne du CICR, qui a d'ailleurs publié leur texte pensant qu'il apportait à l'action du CICR une patte humaine, une touche de sensibilité, puisque des médecins qui racontent des journées d'enfer, commençaient avec le lever du soleil, terminaient au milieu de la nuit, à opérer sans cesse dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui là est exact, c'est bien ce qu'ils faisaient, ça n'est pas du tout inventé. Donc le CICR était heureux de pouvoir décrire ça et a demandé la publication. Donc, il n'y avait pas de génocide au Biafra, il y avait une guerre de contre-insurrection particulièrement cruelle
avec une radicalité des deux parties qui n'a contribué qu'à prolonger cette guerre. Donc il n'y avait pas vraiment de gentils et de méchants, de bourreaux et de victimes dans cette guerre, mais un affrontement qui s'est terminé par une paix, une amnistie générale. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de volonté d'exterminer les Biafrais, puisque les Biafrais étaient protégés, les Biafrais en dehors du Biafra étaient protégés pendant la guerre, et que une fois la reddition annoncée, les Biafrais ont été globalement amnistiés. Il n'y a eu absolument aucune mesure de rétorsion. Et donc, cette campagne sur le génocide de Biafra était en fait une campagne orchestrée par les sécessionnistes biafrais, avec l'aide des services spéciaux français, pour disqualifier la partie adverse, à savoir le gouvernement nigérien. Donc il s'agit de ce témoignage humanitaire, n'était ni plus ni moins que la propagande de guerre dans une version nouvelle. Et c'est ce point-là que je voulais, disons, introduire, à savoir les moyens de communication relativement nouveaux qui émergeaient dans les années 60, à savoir la télévision, et au passage, à la fin des années 60, la caméra d'épaule apparaît, si bien que la mobilité des journalistes est augmentée et que leur permet une certaine facilité de déplacement. Une grosse caméra avec un gros appareil, une espèce de grosse valise qu'il fallait transporter. Donc on est loin des petites caméras ou des smartphones d'aujourd'hui, mais tout de même, ces conditions matérielles facilitaient le déplacement, et donc la guerre du Biafra était une guerre télévisuelle. Et il y avait d'autres guerres télévisuelles qui se déroulaient au même moment, c'était la guerre du Vietnam. Elles sont tout à fait contemporaines. La guerre du Biafra était plus courte, elle n'a duré que, si j'ose dire, 2 ans et demi. La guerre de Chine a duré, c'est en décennie que ça se compte, si on additionne les Français et les Américains dans leur attaque du Vietnam. Mais en tout cas, ce qui était frappant, c'est les enjeux des mobilisations et des messages véhiculés par la télévision, par les reportages, qui, sur le plan du côté biafrais, étaient des messages de compassion, d'émotion, mais peut-être dans le sens vraiment le plus, le plus critiquable, le plus discutable, en tout cas, du terme. Moi, je ne pose pas émotion et raison. On ne raisonne pas sans émotion, on ne s'émeut pas sans raison. Donc il y a un mélange des deux. Je ne peux pas du tout opposer l'un et l'autre. Mais là, il y avait une certaine forme de démagogie entretenue par les sécessionnistes biafrais, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'intelligence, beaucoup de grande connaissance du monde médiatique et du monde occidental à qui étaient destinées les images. Et on peut dire que les sécessionnistes biafrais, avec l'aide d'une agence de communication américaine, qui était le début de la communication politique, l'agence Mark Press, début de la communication politique, puisque c'était eux qui avaient fait la campagne de Kennedy. C'était la première fois qu'une campagne présidentielle mobilisait des ressources professionnelles pour la communication, et c'est un peu les inventeurs, enfin disons les modernisateurs, parce que, après tout, la communication politique, elle existe depuis longtemps, mais les modernisateurs de la communication politique qui se professionnalisent à ce moment-là. Et c'est comme ça, donc, que les Biafrais ont vendu non pas leur cause, mais leurs victimes. Et là se trouve une jonction entre humanitaire et médias, et politique, naturellement, qui sont derrière, qui est assez problématique. Et c'est pour ça que je disais que ce témoignage dit humanitaire était en fait une sorte de manifeste non dit d'ordre politique, et c'était en fait un soutien inespéré et bienvenu, même si la suite a été la défaite des Biafrais. C'est une défaite qui a traîné dans le temps, qui aurait pu être reconnue plutôt avec moins de victimes, mais du fait que les Biafrais ont persuadé les Biafrais qu'ils se battaient non pas pour leurs droits politiques, mais pour leur existence même. Ils combattaient le dos au mur, et cette communication victimaire est à l'origine d'une prolongation du conflit qui est elle-même à l'origine de dizaines, voire peut-être de centaines de milliers de morts. Donc ça n'est pas un petit détail, comment dire, ça n'est pas une préoccupation d'ordre esthétique ou
préoccupation d'un intellectuel en chambre qui cherche à déterminer quel est le bon usage des mots. C'est un phénomène politique de première importance qui s'est déroulé à ce moment-là, et cette vision purement compassionnelle, encore une fois au sens le plus médiocre du terme, a eu des conséquences humaines et politiques négatives, donc extrêmement fâcheuses. Et je voulais souligner la concomitance de ce conflit avec la guerre du Vietnam, qui, elle, relevait d'un tout autre registre, c'est-à-dire le registre du politique pur. Moi, c'est mon entrée en politique, la guerre du Vietnam, au milieu des années 60, et la solidarité que nous manifestions avec les combattants, avec le Viet Cong, le FLN, etc., c'est une solidarité militante, une solidarité combattante, et par exemple, le premier bateau pour le Vietnam, il y a eu 2 bateaux pour le Vietnam dans l'histoire, disons, politique et humanitaire française récente. Un bateau pour le Vietnam dont tout le monde a le souvenir, enfin dont tout le monde, peut-être pas les jeunes gens ici, c'est un peu ancien, mais en tout cas pas mal de monde quand même, à la fin des années 70, un bateau qui fait du secours en mer pour repêcher des boat people vietnamiens qui fuyaient donc le Vietnam communiste pour venir se réfugier en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, mais qui, sur le chemin, étaient attaqués par des pirates, sombraient, etc. D'où cette flotte de navires qui ont, dont un navire français, qui s'appelait Un bateau pour le Vietnam, l'île de Lumière, qui partait à repêcher donc, les boat people en perdition en mer de Chine. Mais la version précédente, 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, disons en 66-67, un bateau pour le Vietnam était affrété également, et ce bateau pour le Vietnam transportait des vélos, des groupes électrogènes, des médicaments, des vêtements, etc., que nous collections un peu partout. Mais nous nous serions tous fait damner, plutôt que d'appeler humanitaire cette collecte d'objets qui pouvaient servir. Les vélos, par exemple, que nous envoyions, étaient faits pour nourrir la piste Ho Chi Minh. Cette piste Ho Chi Minh était en fait un réseau de pistes qui passait du nord au sud pour ravitailler la guérilla sud-vietnamienne, et c'était des pistes complètement défoncées, sur lesquelles les gens circulaient en poussant des vélos qui étaient eux-mêmes chargés de grains, de riz, de vêtements, de médicaments, etc. Donc nous envoyons des véhicules et du matériel pour soutenir un mouvement politique armé. Ça n'avait rien d'humanitaire, et nous aurions pris les uns et les autres comme une insulte la qualification d'humanitaire. Donc bon, je fais ce petit aparté pour faire ressortir les caractéristiques de ce moment de naissance qu'est la guerre du Biafra, par opposition, par contraste avec une autre guerre contemporaine dans laquelle l'humanitaire n'avait absolument aucune place, seul comptait le combat politique. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ou deux délégués du CICR qui étaient au Vietnam à cette époque et pour qui cette mission était un véritable cauchemar. Ils étaient trimballés tantôt par le Viet Cong, tantôt par les Américains et les Vietnamiens au sud, dans des conditions qui étaient extrêmement pénibles, voire carrément humiliantes pour eux. Donc sur le plan de l'humanitaire, cette guerre était un cauchemar. Pour le reste, c'était au contraire une espèce de triomphe de la solidarité, du tiers-mondisme, de l'universalisme, etc. Voilà. Mais en tout cas, témoignage humanitaire, c'est-à-dire premier rapport étroit entre humanitaire et médias, se laisse embarquer dans une opération grossière de propagande dont un certain nombre d'aspects peuvent être extrêmement critiquables puisqu'ils entraînent une prolongation de cette guerre. Deuxième moment que je voudrais aborder, un peu plus tardif, ce sont les années 80, parce que ce sont celles du triomphe de l'humanitaire à l'occasion, disons, d'une reprise que l'on peut considérer avec le recul comme une reprise terminale, mais enfin bon, une reprise de la guerre froide avec une multitude de conflits qui éclatent en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Enfin, en Asie du Sud-Est, c'est plus des conflits, c'est la fin des conflits,
c'est la victoire des 3 pays d'Indochine, qui est suivie d'un grand nombre de réfugiés, donc les people dont je parlais, de l'Asie centrale avec l'invasion de l'Afghanistan, la Corne de l'Afrique avec la guerre de l'Ogaden, le sud de l'Afrique australe avec les conflits de l'Angola et du Mozambique, et l'Amérique centrale avec donc les guerres du Salvador, du Nicaragua, etc. Donc ces 5 lieux de crise dessinent une sorte d'arc sur lequel vont se déployer des organisations humanitaires parce qu'il y a conflit et réfugiés. Et les réfugiés deviennent, en tout cas pour Médecins sans frontières, mais derrière Médecins sans frontières ou à côté, pour l'ensemble du mouvement humanitaire, un lieu de déploiement extrêmement important qui va, comment dire, les porter tout au long des années 80. Et c'est le moment de la professionnalisation de l'humanitaire, donc de la professionnalisation, enfin d'une seconde professionnalisation, parce que, comme toujours, quand on parle d'origine, il y a toujours des origines aux origines, et donc on peut toujours remonter, un historien nous reprendrait facilement, en disant par exemple que c'est avec la question des réfugiés d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, que le premier moment de professionnalisation de l'humanitaire avec la prise en charge des réfugiés est né. Et effectivement, dans les années 20-30, le HCR de l'époque, qui existait déjà, qui n'est pas simplement une création d'après-guerre, mais une création de l'entre-deux-guerres, le HCR est un premier moment de professionnalisation de l'aide aux réfugiés, à la fois sur le plan juridique et matériel. Mais, disons, c'est à une autre échelle que ça se passe, puisque c'est beaucoup plus vaste. Ce ne sont pas la SDN ou les Nations Unies, mais des mouvements de la société civile, donc beaucoup plus diffus, beaucoup plus épars, et d'une certaine manière plus profonds, puisque plongeant ses racines vraiment dans le vif de la société. Donc les humanitaires, à la faveur de la guerre froide, apparaissent comme une sorte de supplément d'âme des démocraties libérales et connaissent un succès sans précédent. Si on regarde, si on fait un test Ngram, c'est tout ce trinque des mots que Google nous permet, on voit que le mot humanitaire, jusqu'à la fin des années 70, est pratiquement absent. Moi, par exemple, je prends des exemples en tant qu'illustration du vécu, hein, pas comme autre chose, mais quand j'ai voulu m'engager à Médecins sans frontières, j'ai terminé mes études de médecine en 1975, je vais m'engager à Médecins sans frontières, je ne pensais pas m'engager dans une organisation humanitaire. Moi, je voulais faire de la médecine internationale, de la médecine de brousse, de la médecine de port, etc. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, avec plaisir. Mais je n'appelais pas ça, le mot ne me venait pas à l'idée. Ensuite, il m'est venu, etc., mais dans un contexte donné, ce qui d'ailleurs me donne l'occasion de dire, de faire une proposition qui me semble importante pour cadrer le sujet. Quelqu'un a remarqué ce matin que médias, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça a un mot unique pour une diversité d'objets qui est effectivement à prendre en compte. On pourrait dire la même chose humanitaire. Hein. Qu'est-ce que l'humanitaire? C'est pas si facile que ça à définir. En tout cas, on peut savoir quel est le cœur de la définition. On se rendre utile à des gens qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que je définis l'humanitaire, et sans espoir de rétribution, sans attendre une rétribution. Mais les limites de ça sont bien difficiles à définir. Ça a été dit notamment par Nago ce matin, le médecin congolais qui est à Kinshasa, ce qui fait de l'humanitaire, le médecin en secteur 1, c'est-à-dire très peu payé, en France, est-ce qu'il fait de l'humanitaire? Oui, non, enfin, selon le point de vue, la réponse est oui ou non, et moi je vais bien me garder de dire ça. Mais il y a un élément, donc, médias, on ne sait pas très bien ce que c'est, enfin c'est varié, humanitaire également, donc les rapports entre les deux sont pas faciles à définir, mais reste un élément immatériel important dans cette appréhension, qui est le contexte. Dans quelle situation politique, psychologique, au sens de psychologie collective, cette situation, cette relation prend place. À un moment, par exemple, au plus fort de la guerre froide, ou au plus fort
d'une guerre qui mobilisait l'attention comme la guerre du Vietnam, on a des relations qui sont différentes de ce qui se passe après la guerre froide et qui est aussi fonction de la manière dont les humanitaires expriment. Ça, je dirais, pour terminer, un mot sur le vocabulaire qu'on emploie dans la guerre que nous avons tous en tête en ce moment, à savoir la guerre de Gaza, qui n'est d'ailleurs plus la guerre de Gaza, qui est la guerre du Proche-Orient, maintenant. Voilà. Donc ces années 80 sont une période de professionnalisation, comme je le disais, où la communication humanitaire se professionnalise également. Donc les rapports entre les organisations humanitaires et les médias sont en quelque sorte médiés par cette nouvelle fonction qui est le service de presse. Et je me souviens que quand MSF a recruté sa première attachée de presse, ou son premier attaché de presse, enfin disons les gens qui allaient commencer à porter la communication, moi j'étais extrêmement réservé. On est une toute petite organisation, donc on est 3 ou 4 à prendre des décisions. Moi j'étais pas du tout enthousiaste pour ça. Je me disais que les journalistes allaient nous envoyer sur les roses quand ils seraient appelés par un ou une attachée de presse qui prétendait représenter MSF. C'était en fait une pudeur tout à fait mal placée, parce que ça n'a causé aucun problème, au contraire, ça a porté MSF, ça a facilité les contacts avec les médias, mais c'était vraiment, je mentionnais ce moment simplement pour souligner le caractère assez, comment dire, difficile, enfin, le fait que cette professionnalisation de la parole m'apparaissait initialement comme tout à fait contraire à une certaine forme de spontanéité, de fraîcheur, de vérité du témoignage qui se trouvait en quelque sorte contraint, conformé, modifié par des gens qui allaient le rendre plus digeste, plus immédiatement consommable pour des journalistes. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On arrive quand même à s'exprimer avec une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité. Mais de fait, il commence à y avoir cette relative professionnalisation, donc cette relative homogénéisation d'un certain discours humanitaire qui, de ce point de vue-là, est tout à fait regrettable. Mais ce n'est pas que la communication qui se professionnalise. Hein. La gestion, la logistique, enfin, toutes les fonctions de support qui sont utiles à l'accomplissement de la mission des organisations humanitaires se professionnalisent à ce moment-là, et même pour une organisation qui est déjà professionnelle au départ, comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde, puisque nous sommes des soignants qui nous regroupons, donc qui maîtrisons déjà un premier métier, il y a une professionnalisation secondaire qui consiste dans l'adaptation d'un savoir constitué pour un certain milieu à un autre milieu, disons le milieu tropical ou le milieu de la pénurie, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui peut s'additionner. Peut être à la fois en milieu tropical et en milieu de pénurie, ou en milieu de pénurie sans être en milieu tropical, ça n'est pas absolument obligatoire. En tout cas, il y a un phénomène de professionnalisation qui surgit. Ça, ce sont les années 80. Et les années 90, d'une certaine manière, je ne vais pas épiloguer trop, parce que je voudrais maintenant sauter aux années 2000. Les années 90 sont quand même marquées par la fin de la guerre froide, et donc un rapport un peu différent. Par exemple, les camps de réfugiés dans lesquels, et les zones de guérilla dans lesquelles nous évoluions avec une certaine aisance, peu à peu disparaissent. Ils fondent au soleil. Ce sont plutôt des camps de personnes déplacées, c'est-à-dire des mouvements internes au pays qui sont en quelque sorte contraints par des déploiements de casques bleus qui enrayent la tentation du franchissement de frontières et de l'installation de camps de réfugiés. Parce que je rappelle, hein, la différence entre un déplacé interne, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers
entre des réfugiés et des déplacés internes, c'est que les réfugiés sont des déplacés qui ont franchi une frontière internationale. C'est ça la différence, et à qui on accorde une sorte de statut collectif de réfugiés avec une protection juridique et une assistance matérielle, les ONG étant chargées de l'assistance matérielle depuis la santé jusqu'à l'éducation, passant par la logistique et la formation professionnelle éventuellement, des choses comme ça. Eh bien, nous avons transporté nos savoir-faire depuis les camps de réfugiés dans les camps de personnes déplacées, mais grosso modo, c'est une tendance qui s'est poursuivie tout au long des années 90. Et avec les années 2000, plusieurs événements nouveaux se produisent, qui méritent là qu'on les mentionne dans le détail. Il y a à la fois la guerre contre le terrorisme, qui implique donc une sorte de bataille d'ego. Donc j'annonçais que j'allais en parler pour Gaza, mais en fait c'est même aussi avant la guerre de Gaza qu'on peut aborder cette question. La guerre contre le terrorisme est un slogan qui a rassemblé, après le 11 septembre, naturellement, tout ça en tête je suppose, qui a rassemblé un certain nombre de pays derrière ou aux côtés des États-Unis, sur un mode tout de même assez, comment dire, fantasmagorique, parce que personne n'est capable de définir ce que c'est que le terrorisme. Hein, on peut définir une action terroriste, ça oui, une action qui s'en prend à des civils, mais le terrorisme lui-même, si je dis que personne n'arrive à le définir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de définitions, qu'aucune ne fait consensus. C'est plus exact de le dire de cette façon-là. Mais en tout cas, cette guerre contre le terrorisme, elle répond aussi à une situation qui n'est pas inventée par la propagande, celle-ci, c'est-à-dire la réalité d'organisations qui peuvent représenter un réel danger d'ordre terroriste pour des ONG, MSF et d'autres ont eu à souffrir d'enlèvements, de kidnappings, d'attaques par Al-Qaïda ou Daesh. Donc ça je ne crois pas être interprété en laissant croire que c'est une invention de la propagande états-unienne. Ça, c'est malheureusement une réalité majeure, une réalité importante. Mais dans ce contexte-là, l'expression de forme de solidarité ou les contacts avec des organismes qui sont caractérisés comme terroristes deviennent des problèmes, les deux. L'expression d'un certain nombre de choses et les contacts. Et donc, cela aussi a des répercussions sur la manière dont on peut parler publiquement. Et comment est-ce qu'on parle publiquement? C'est en parlant par le truchement de la presse, naturellement, les interviews, etc. Donc, il y a cette nouvelle configuration politique liée à des actes terroristes, à la guerre contre le terrorisme, à l'allongement de la liste des organisations qui figurent, qui sont caractérisées comme terroristes, par exemple le Hezbollah, le Hamas. Le Hezbollah est une organisation terroriste pour certains et pas pour d'autres. Par exemple en France, le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste. Le Hamas l'est. Donc quand vous avez, pour des gens des organisations qui veulent travailler à Gaza, mais même en Syrie, enfin surtout à Gaza, la relation avec, entre guillemets, une organisation terroriste est à la fois une obligation et une interdiction. Donc ça crée une sorte d'espace incertain qui est, pour certaines organisations, difficile à assumer. Je pense notamment aux organisations américaines, parce que les questions d'assurance et les questions de sécurité sont extrêmement importantes dans les engagements des volontaires auprès d'organisations qui travaillent là-bas. Et le fait de travailler avec le Hamas, il suffit d'avoir une simple transaction, comme on se serre la main et on discute 5 minutes dans un ministère ou dans une situation donnée, peut soulever de très très gros problèmes. C'est pour ça que je parle d'une contrainte qui n'est pas simplement psychique, qui n'est pas simplement psychologique, mais qui est une contrainte institutionnelle, politique, qui a des répercussions
pratique. Donc ça, c'est la partie, disons, contexte politique qui a profondément changé depuis la parenthèse que, a posteriori, on peut considérer comme enchantée, même si, comme toujours, les parenthèses enchantées, lorsqu'elles sont en cours d'exécution, si j'ose dire, ne sont pas des parenthèses enchantées, on y voit que le problème, mais a posteriori, il y a une sorte de regret. Aujourd'hui, les années 90 apparaissent, sauf pour ceux qui étaient en Bosnie, ou au Rwanda, ou au Libéria, où là, ça a été l'enfer, mais vu d'un peu plus haut ou d'un peu plus loin, les années 90 apparaissent comme la grande parenthèse multilatérale, le moment de la paix, celui où on se dit que ça y est, l'ère des guerres est terminée, le droit international va régner, etc. Et puis on sait ce qu'il en a été, et dans les années 2000, donc, transformation à nouveau du contexte international, mais transformation également des données technologiques. Et ça, c'est un moment très important, dont par exemple le tsunami de 2004-2005, puis 2004-2005 parce qu'il surgit fin décembre, le 26 décembre 2004, et c'est au tournant de l'année 2004-2005 qu'il prend conscience de l'énormité de ce phénomène pour le compte totalement naturel, puisque c'est un tremblement de terre sous-marin qui a produit cette énorme onde qui a dévasté l'Indonésie, enfin le nord de l'Indonésie et le Sri Lanka à l'époque. Je ne reviendrai pas sur cet épisode qui d'ailleurs mériterait à lui seul une demi-journée d'études, parce que c'était une accumulation de scandales et de bêtises à ce moment-là, mais bon, je passe là-dessus. Mais le tsunami, on l'a vu en direct. Et c'est une première au sens le plus fort du terme. Ça n'a pas de précédent. Il est possible, dès le 27 décembre, quand on dirait qu'ils sont légèrement différés, mais d'avoir des images tournées par les touristes, par les habitants du coin, parce que c'était le début de l'époque où se diffusaient les smartphones, et donc où beaucoup de gens, maintenant c'est tous les gens, il n'y a pratiquement plus d'exception à ça, à l'époque c'était beaucoup de gens simplement, avaient une caméra en poche, si bien que on a vu le tsunami à l'œil nu, si j'ose dire, enfin en tout cas, il a été filmé par des centaines, par des milliers de gens, donc on dispose d'un capital d'images phénoménales, alors qu'auparavant, on ne pouvait qu'imaginer la catastrophe. Désormais, chaque catastrophe qui se produit, ça a été la même chose pour le tremblement de terre de Port-au-Prince et pour toutes les catastrophes, moyennes ou grandes, que l'on voit. Donc ça crée un rapport à l'immédiateté qui est évidemment extrêmement prégnant, extrêmement pressant. Un rapport à l'immédiateté qui est encore amplifié par un autre phénomène qui est là aussi contemporain, l'apparition des réseaux sociaux. Facebook, c'est 2005. On a presque l'impression aujourd'hui que Facebook et les réseaux sociaux sont là de toute éternité, mais même pas 20 ans, mais ça fait une génération, ça, 20 ans, et ça compte énormément. Et donc, à l'instantanéité vient s'ajouter une sorte d'immédiateté de l'événement et de la réaction à l'événement. Si bien qu'on est amené à réagir, y compris à réagir publiquement, devant des événements dont on n'a que des images lointaines, mais devant lesquelles on est sommé d'avoir une idée, une analyse, un cadre de compréhension, parce qu'on est supposé être un professionnel, comme je le disais, parce que cette professionnalisation a été actée par à peu près tout le monde, les ONG en premier, mais la presse, le public également. Et ça incite évidemment à dire beaucoup de bêtises, parce que on ne peut pas être intelligent à la seconde près sur tout événement, quel que soit l'endroit où il se produit, et avoir le courage de dire non, je ne répondrai pas. Enfin, pouvez-vous nous résumer en un mot, je vous connais le dessin
Le dernier dessin qui nous a été montré, pouvez-vous résumer en un mot la complexité de la situation? En un mot, c'est non, effectivement. Mais c'est très difficile de dire non, et généralement on le paye. Si on dit non, on ne nous demandera pas une nouvelle fois notre avis. Et pour beaucoup, l'existence publique, c'est l'existence tout court. Donc on est en quelque sorte incité, enfin poussé de façon de façon permanente à s'exprimer, sauf lorsque les mots que l'on emploie peuvent choquer, peuvent heurter. Et c'est pour ça que j'en termine avec Gaza. Il y a avec Gaza, que ce soit pour les humanitaires ou pour les autres, et les humanitaires aussi tombent sous le coup de cette situation, les mots qui sont conseillés et les mots qui sont prohibés. Par exemple, on nous conseille, c'est-à-dire des communicants, pour la prudence, pour la protection des ONG, nous conseille de parler d'afflux de blessés, mass casualty incident, un afflux de blessés. C'est-à-dire un bombardement sur un camp de réfugiés, ça se transforme en un afflux de blessés. C'est une formulation qui neutralise totalement la réalité de l'événement, qui est une attaque contre des civils, et qui se transforme en simplement une tâche médicale à accomplir. La notion de crime contre l'humanité, qui est la façon. Vous êtes juriste? Non, est-ce que vous n'êtes pas juriste? Donc, vous laissez les soins aux juristes, et quand ce sont les juristes, ce sont des juristes éventuellement partisans. Et si je cite ces éléments, c'est parce que c'est pour pointer ce qui contient une partie de la médiatisation, donc de la restitution de l'actualité, que sont les chaînes dites d'infos continues. En France, c'est CNews, LCI, BFM, et dans une moindre mesure, France Info TV, je dis dans une moindre mesure, parce que c'est peu regardé, malheureusement, parce que c'est pas la seule chaîne qui se tienne quand même, d'information qui se tiennent à peu près correctement. Les autres sont des chaînes d'information, des chaînes de relais de la propagande israélienne, parfois ouvertement, presque ouvertement assumées, comme CNews, parfois assumées avec une certaine gêne, comme LCI et BFM, mais enfin, de fait, c'est à peu près à cela que ça revient. D'où le fait que les mots à employer, par exemple le génocide, le fait de dire ça m'est arrivé, moi j'ai refusé de caractériser le Hamas comme terroriste, j'ai caractérisé l'action du 7 octobre au matin comme terroriste, ça c'était un acte terroriste parce que attaquer des civils, tuer des gens qui n'ont a priori rien fait de mal, enlever des civils, des enfants, des vieux, etc. Ça, c'est un acte de terreur, et je pense qu'il est juste de qualifier comme ça. Les questions actes de terreur, la compétition est âpre, et pour l'instant, elle a été largement gagnée par les Israéliens qui poursuivent une action de terreur et d'anéantissement méthodique, continue, qui ne cesse de s'amplifier depuis plus d'un an maintenant. Donc, si on est sur ce terrain-là, moi, personnellement, je refuse de parler d'actes de terreur d'un côté si je ne parle pas, parce que je pense qu'il y a des actes de terreur de l'autre côté. Mais ça, c'est une façon de se condamner, non, je ne dirais pas au silence, mais en tout cas à l'éviction, à l'exclusion du champ médiatique, disons, traditionnel, qu'on voit pas. Ça fait grosso modo les chaînes info. La presse écrite, c'est différent. Et c'est aussi pour ça qu'il est important. Il y a d'abord la presse écrite, elle est également variée, mais il y a des journaux qui font très honnêtement leur travail dans des conditions extrêmement difficiles, conditions de tension très importantes, mais qui le font et qui nous permettent de nous informer. Je ne vais pas faire de pub ici, mais enfin, c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Mais c'est là-dessus que je voulais terminer, sur le fait que la relation, disons, l'ambiguïté ou la difficulté de la relation humanitaire avec les médias, elle tient aussi à l'usage autorisé, l'usage licite ou au contraire l'usage exclu d'un certain nombre de mots. MSF, par exemple, a besoin pour s'adresser à ses donateurs d'être mentionné, d'être présent dans la presse. Je dis MSF parce que je suis membre de MSF,
mais c'est vrai pour toutes les organisations qui travaillent sur le terrain. Alors devons-nous utiliser les mots qui nous semblent les plus justes, par exemple évoquer le génocide et les complicités que cette notion suggère, parce que je rappelle que le génocide est le seul crime, je dis bien le seul, et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, important de l'évoquer, est le seul crime qui est évoqué dans le droit international, non pas simplement sous l'angle de la punition a posteriori de celui-ci, mais sous l'angle de l'obligation de le prévenir. Donc il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait un génocide accompli pour faire quelque chose. Il faut, s'il y a menace de génocide, si la notion, l'application de ce terme est plausible pour une situation, il y a en quelque sorte un engagement à intervenir pour faire cesser cela. C'est ce que la Cour internationale de justice donc, a mis en avant en janvier dernier. Eh bien, en dépit de cela, son usage est extrêmement difficile, ne serait-ce par exemple que la plupart des gouvernements européens, je ne sais pas s'il y a des exceptions à cela, en tout cas je garde cette possibilité en réserve, en tout cas la plupart des pays européens, et en particulier la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, etc., la plupart des pays européens réfutent cette notion. Un pays qui est né des décombres d'un génocide ne peut pas commettre un génocide. C'est ce qui paraît. On va voir pourquoi. L'histoire abonde de victimes qui se sont transformées en tortionnaires. Hein. Ça n'est vraiment pas, y compris l'histoire psychologique, mais c'est l'histoire du peuple. Donc on voit pas. Mais ça, c'est une façon de parler qui est commode, qui permet d'évacuer le problème. Et du coup, ça rend l'usage de cette notion extrêmement difficile, mais ça la rend aussi extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi, pour les humanitaires, d'essayer d'utiliser, enfin en tout cas ceux qui se donnent cette mission, d'essayer d'utiliser les leviers qui peuvent se présenter pour peser sur la conduite de cette guerre dans l'espoir que la violence s'atténue, voire qu'elle s'arrête. Par exemple, peser sur les États-Unis et l'Allemagne, qui sont deux des principaux pourvoyeurs de munitions, et sans l'assistance de qui cette guerre ne pourrait pas se continuer, en tout cas pas au rythme et avec la violence effroyable que l'on constate. Et pour ça, il faut les accuser ouvertement de complicité de génocide. Donc il faut accepter qu'il y ait un génocide et que ceux qui permettent l'accomplissement de ce génocide sont des complices. Ça, c'est le plus facile. Une fois qu'on a accepté la notion du génocide, les gens qui arment les génocidaires, techniquement, objectivement, ils sont complices de ce génocide. C'est exactement ce qui se passe naturellement pour les États-Unis et l'Allemagne en tout premier lieu. On ne résiste pas quand même à l'envie, à la pulsion de souligner le fait que l'Allemagne, qui a fait de la sécurité entre guillemets d'Israël une raison d'État, hein, c'est le terme qui est employé dans le vocabulaire politique allemand, semble vouloir expier sa faute commise des Juifs, le supplice des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'il rembourse avec le fric des Palestiniens. C'est-à-dire c'est sur le dos des Palestiniens que la dette allemande est payée aux Juifs, qui a quelque chose de franchement nauséabond et qui me fait penser que ce n'est pas du tout la culpabilité allemande qui est à l'œuvre, une sorte d'antisémitisme rampant qui les amène à dire, regardez, hein, d'accord, on leur a fait des saloperies, mais en fait, ils sont capables d'en faire aussi, et de fait, c'est le cas, moi j'y vois une sorte de jubilation interne, nauséabonde, malsaine, enfin quelque chose d'affreux. Voilà, je n'ai pas de conclusion particulière à apporter, je voulais simplement contribuer à cette réflexion collective, à cette intelligence plurielle qui est l'objet de cette journée, et je vais donc m'arrêter là en vous remerciant de votre attention. Des questions? On a 10 minutes d'intérieur. Oui. Moi, je me demandais en fait comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer l'utilisation de certaines notions. Vous avez donné l'exemple de la notion de terrorisme, de groupe terroriste. Je
trouvais que c'était très pertinent parce qu'il y a une certaine forme de consensus, en tout cas dans la littérature académique, qui dit que justement il n'y a pas de consensus autour d'une définition. Et si on prend par exemple l'exemple des médias, c'est vrai que c'est un terme qui est tout le temps utilisé, on a l'impression que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et dans le fond, on se rend compte en fait que c'est pas si pertinent de l'utiliser. Moi l'exemple que j'avais en tête, c'est le procès qu'on a fait à la France Insoumise en France sur l'utilisation de ce terme. Dès qu'il y avait un élu sur un plateau, c'était est-ce que vous qualifiez le Hamas d'organisation terroriste? Ils sont un peu refusés à l'utiliser, mais sans vraiment expliquer pourquoi. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut faire pour concilier ces différents milieux professionnels et faire évoluer justement l'utilisation de ces notions vers, on parlait avant de recherche de la vérité, en tout cas pour les journalistes en étant une valeur centrale. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire évoluer les choses? Je ne vois pas, même c'est peut-être un manque d'imagination, mais je ne vois pas d'autre chose que la ténacité, c'est l'obstination à utiliser les bons termes, mais une ténacité qui n'est pas simplement du martèlement, qui serait simplement de la contre-propagande. La contre-propagande, ça reste de la propagande, mais une ténacité argumentée, c'est-à-dire expliquer pourquoi ce qui se passe là est au minimum un crime contre l'humanité et probablement un génocide. De toute façon, il y a un crime, ça c'est sûr. Mais pour aller, disons, un peu plus loin dans la qualification, il faut aussi se documenter. Je dois dire que ça n'est pas un exercice facile, parce que la notion de génocide renvoie dans l'imaginaire ou l'inconscient collectif à un génocide en particulier, qui est le génocide juif commis sous le Troisième Reich. Et donc, qui est effectivement une politique de destruction générale, totale, de l'ensemble des juifs d'Europe. Ça n'est pas ce que les génocides dans la jurisprudence que l'on a connue par la suite désignent. Par exemple, Srebrenica, le procès Krstić de Srebrenica, ne relève pas de cette définition-là, plutôt relève de la définition juridique du génocide, mais pas de sa définition, disons, politico-historique. De même, le génocide au Darfour, l'occupation d'Omar el-Béchir pour le génocide, relève d'autre chose. Ce qui se passait au Darfour n'était pas une tentative d'extermination de l'ensemble de la population darfouroïde. La qualification de génocide a été retenue par les juges parce qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient la soutenir. Donc il y a des considérations politiques, de fait, des cadres politiques dans lesquels ces notions peuvent être utilisées avec plus ou moins de pertinence. Ce qu'a fait le Rwanda au Congo, plusieurs allusions au Congo. Moi, l'intérêt que je porte au droit et à la notion de génocide, donc ma compétence extrêmement limitée, qui n'est pas professionnelle dans ce domaine, m'amène à penser qu'au minimum, il est possible que ce que fait le Rwanda au Congo soit qualifié de génocide. Mais ça n'est pas opportun, ça n'est pas politiquement opportun, et je pense que c'est la raison pour laquelle le pillage et les massacres dont le Rwanda est responsable au Congo ne sont pas pris en compte ni à l'ONU, ni dans les instances internationales ou autres, par exemple les instances régionales. Donc ça demande de fait un effort que, à mon avis, LFI est loin d'avoir accompli, et moi je trouve extrêmement maladroite leur campagne sur Gaza, personnellement. Mais ça c'est un détail. La réalité c'est que c'est une bataille de longue haleine, et qu'elle demande de la ténacité et un effort de documentation, un effort d'approfondissement des notions. Si tu permets, est-ce que le Rwanda c'était reconnu comme génocide quand même? Le Rwanda, oui. Oui, c'est le TPBR. C'est ça. Oui, absolument. D'ailleurs, dans une définition qui est assez... qui fait évoluer encore la notion de génocide, puisque le TPBR, je parle sous le contrôle de Florence, naturellement, le TPBR n'a pas retenu l'idée d'une conspiration initiale. Donc la notion d'intentionnalité, qui a d'ailleurs toujours été très compliquée à définir, y compris pour les génocides juifs, la notion d'intentionnalité, là, elle a été travaillée. Moi, je
je pense, sans aucune réserve, que la notion de génocide s'applique pleinement, entièrement à ce qu'ont fait les milices rwandaises. Mais je parlais de ce qu'a fait le FPR et l'APR au Congo. J'ai pas dit de bêtises, Florent? Non, pas du tout. Mais il faut peut-être dire pourquoi. C'est-à-dire que c'est une intention particulière, mais théoriquement, elle a un historique. Elle n'est pas comme ça du jour au lendemain. Et s'il y a un historique, comme la Convention, il y a la dimension de prévention, ça veut dire que toutes les petites antennes, tous les services de renseignement qui devraient savoir qu'il y a un truc qui se prépare, que l'idée même de commettre un génocide est en train d'être formulée et que rien n'est fait, on n'applique pas la prévention. Donc maintenant, tout le monde se tait. Ou alors on fait des jugements et des génocides qui commencent au petit matin, au petit déjeuner, et qui est mis en œuvre à 10h30. Comme ça, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de responsabilité de tous les États qui auraient pu savoir, comme les Français qui étaient présents au Rwanda, Merci. Autre question? Moi, j'ai deux choses. D'abord, quand même, des conventions de Genève prévoient aussi leur article 2 commun, que les États s'engagent à respecter et faire respecter les conventions de Genève. C'est pas tout à fait la prévention du génocide, mais ça donne aussi une obligation. Et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 18 juillet, si je ne me trompe pas, ou 19, dit que l'occupation est illégale et elle enjoint tous les États à ne pas assister l'occupation, ce qui créerait aussi des obligations pour les États, même si l'avis consultatif n'est pas juridiquement contraignant. Moi, j'aimerais poser une question sur l'intervention humanitaire. Est-ce que vous êtes passé là de cette période-là, mais je crois me souvenir que le fondateur, un des fondateurs de Médecins sans frontières et aussi l'inventeur du concept du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence qui a mené ensuite au principe d'intervention humanitaire. Si je me souviens bien, ça a été mis en œuvre la première fois au Kosovo, on a essayé de justifier ça avec l'intervention humanitaire. Un peu vous m'expliquez. Et puis ensuite, il y a eu la résolution de 2005 de l'Assemblée générale sur la responsabilité de protéger. Est-ce que ça aide les humanitaires? Non. Non, moi j'ai été personnellement tout de suite opposé à la notion de responsabilité de protéger, que je voyais comme une relégitimation de la guerre sous les auspices de la guerre juste ou de la guerre humanitaire, puisque on ne peut plus parler de guerre juste aujourd'hui, ce serait bien trop choquant. On parle de guerre humanitaire, et en effet, là où je vous rejoins, la guerre humanitaire, la guerre du Kosovo a été déclarée guerre humanitaire comme un peu avant la guerre de Somalie en 92, 92-93, et un peu après la guerre de Libye. Et ce qui nous frappe, notamment pour la Somalie et la Libye, c'est un peu moins vrai, mais tout de même, il y a des choses à dire sur la guerre du Kosovo, c'est que ce sont des interventions armées qui ont débouché sur des guerres qui sont fondées sur des mensonges, sur des fabrications propagandistes. Fabrications propagandistes vertueuses pour ce qui est de la Somalie, puisqu'il s'agissait pour Boutros Ghali de tenter de restaurer les capacités d'action des Nations Unies, ce n'est pas d'un bénéfice personnel ou national, mais d'une évolution qui semble souhaitable des Nations Unies. Donc, enfin, le résultat a été que la Somalie a été le banc d'essai des interventions armées à but dit humanitaire. Et d'ailleurs, je ne mets même pas en question, quand je dis à but dit humanitaire, je ne soupçonne pas que cette intervention ait eu d'autre but, sauf celui d'être un banc d'essai. Mais une fois, ce qui c'est tout à fait logique. Mais c'était une intervention considérée comme étant de sauvetage. C'est pour ça qu'elle a été qualifiée d'humanitaire. Mais elle a débouché sur une guerre sans fin, dont aujourd'hui encore on entend les conséquences lointaines. Et la même chose s'est passée en Libye, qui a été notre guerre d'Irak à nous. Hein. Enfin, nous les Français, je veux dire. Cette guerre
grotesque, littéralement grotesque, où on fabrique des preuves qui sont simplement là par la puissance des mots, hein, bombardement de manifestants pacifiques, découverte de charniers, colonnes blindées qui remontent vers la ville de Benghazi pour la détruire. Tout cela à l'époque où, comme je le disais tout à l'heure, les caméras sont absolument partout. On ne voit ni charniers, ni bombardement de populations civiles, ni colonnes blindées qui se dirigent à Benghazi. Mais on a tellement envie de le croire. Là, c'est vraiment toute une sociologie de la croyance qu'il faut déployer pour arriver à comprendre sans trop s'énerver ce qui se passe, ce qui n'est pas mon cas. Moi, dès que j'en parle, je m'énerve. Donc, c'est épouvantable. Mais cette, cette issue de Bobard a pris, il a été accepté par l'essentiel de la presse, et là, audiovisuel comme écrit, parce que celui qu'il s'agissait d'attaquer, c'est-à-dire Kadhafi, est un sale type. Ça, c'est indiscutable, c'est un sale type. En plus, il a mieux de son papier, donc ça facilite la chose. Et c'est un arabe, donc la France a des vieux comptes à régler avec les arabes. Et d'ailleurs, c'est aussi le produit du Hamas, hein, c'est assez, par rapport à la France, assez largement. Voilà, donc, non, je pense que c'est au nom de la responsabilité protégée hein, que l'intervention, enfin disons, c'est soutenu par cette notion de responsabilité protégée que la résolution autorisant une intervention armée en Libye a été votée. Et bon, ça a été une catastrophe, et aujourd'hui encore, je me demande pourquoi il n'y a pas eu un veto en soupçonnant que les Russes et les Chinois se frottaient les mains à l'idée que les Occidentaux allaient s'enliser dans ce conflit. Donc j'y vois une sorte de truc un peu machiavélique, ou bien c'est le fait que Poutine était Premier ministre à l'époque et qu'il n'avait pas les moyens d'empêcher ça, qu'il aurait voulu, je n'en sais rien. Mais en fait, je pense qu'il s'en fichait complètement et que la perspective de voir des Occidentaux s'enliser était suffisamment plaisante pour être tenté. Mais voilà, donc, vous avez remarqué que là, alors que la responsabilité protégée est activable dans 4 cas. Crime de guerre, crime contre l'humanité, purification ethnique, génocide. Les 4 chefs d'inculpation sont présents à Gaza, au Liban, en Cisjordanie et tout. Vous avez remarqué que personne, je dis bien, enfin moi je suis la presse de façon presque millimétrée sur cette situation-là, personne n'a jamais invoqué la responsabilité de protéger pour l'affaire de Gaza. Ça n'est pas simple que pour les satrapes africains. C'est ça. C'est une résolution raciste. Je pense, enfin, elle n'est pas raciste dans son esprit. Attention, je n'accuse pas le racisme des gens qui ont voté ça. Racisme, c'est une chose suffisamment sérieuse pour être utilisée comme il se doit. Mais dont les conséquences le sont. C'est-à-dire qu'on considère que seuls les chefs d'État de 3e zone peuvent faire l'objet d'une intervention armée et tout. Les gens sérieux traitent les affaires entre eux. On a le temps pour encore une question, si elle vous brûle. Oui, peut-être, si je peux me permettre de revenir un petit instant à la thématique communication et humanitaire. Donc on a beaucoup parlé en fait de la communication comme quelque chose en fait de sublime, humanitaire, ou qui doit utiliser en fait pour promouvoir son action. On a relativement peu parlé de fond, peut-être qu'on me contredirait sur ça, mais sur une forme de grosse concurrence qu'il y a quand même entre les agences humanitaires de différentes obédiences, de différents types, qui est liée aussi à la recherche de fonds, à la nécessité de la notoriété. Vous avez parlé des années 90, 90, où à un moment donné, il y a aussi un foisonnement d'arrivée de nouveaux acteurs, parce que pour très longtemps, l'humanitaire était quand même largement caractérisé par l'action du CICR, du HCR, MSF, Médecins du Monde, et puis il n'y en avait pas beaucoup d'autres, dans le monde anglo-saxon, quelques autres, puis après, tout à coup, ça a été un déferlement qu'on a vu, notamment dans ces Yougoslavie, peut-être le terrain qui était le plus proche d'ici. Et là, il y a quand même d'autres types d'enjeux qui sont d'autres types d'enjeux, parce qu'en fin de compte, c'est la relation entre les humanitaires eux-mêmes
qui peut être problématique suivant le type de communication qui est faite. Parce qu'en fin de compte, c'est une masse d'argent qui est indispensable pour pouvoir pour faire le travail pour lequel on est mobilisé. Puis plus il y a de concurrents, et au fond, peut-être que l'argent n'est pas infini. Oui, vous avez raison, ça rentre en ligne de compte. Je ferai juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit sur les acteurs, disons, désormais classiques. N'oublions pas que c'est essentiellement au monde anglo-saxon que l'on voit la longue tradition de l'humanitaire. Hein, les Quakers, puis Save the Children, puis Oxfam, plus quelques autres, enfin, ceux-là, puis CARE aux États-Unis ont été tout de même les grands pionniers hein, de l'action humanitaire, sous des formes d'ailleurs assez variées, parfois qui n'ont pas trouvé place dans l'humanitaire, disons, continental, aux aides humanitaires insulaires de Grande-Bretagne. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Oui, il y a une dimension collective de fond, et on la voit même à un niveau où ça ne devrait pas exister. Je faisais allusion au tsunami dans le cours de mon laïus, et j'évoquais le côté grotesque de la manière dont ça a été traité, voire le côté scandaleux par certains aspects. L'OMS, cher Nago, n'a pas brillé par sa subtilité, hein, en se mettant en avant, en inventant des épidémies meurtrières qui risquaient de dévaster l'Indonésie et le Sri Lanka, épidémies meurtrières qui n'avaient absolument aucune possibilité d'éclater, c'était totalement impossible, sauf à croire à la génération spontanée, hein, c'est-à-dire à revenir à l'ère pré-pasteurienne. Et c'était, je pense, essentiellement pour des questions de souffle, dans le but de se mettre en avant pour faire de l'OMS le pilier de la réponse au tsunami et aux victimes de cette catastrophe énorme. Donc oui, en effet, il y a de cela. Moi, j'ai connu cette période-là lorsque Médecins du Monde a été créé dans les années 80, j'étais président de l'MSF, et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de place pour deux organisations. En plus, il y en avait une troisième qui était Médicale Internationale, ouais, moins connue, mais bon, qui malgré tout était là sur le terrain et qui faisait des choses. Et on était les uns et les autres persuadés qu'il n'y avait pas de place pour autant d'organisations médicales humanitaires. En fait, il n'y avait pas de place pour trois. AMI a disparu, a fusionné avec d'autres, mais MSF et MDM ont continué de se développer, et finalement, il y avait de la place pour d'autres. Donc ça a été un moment de compétition assez déplaisant, assez pénible, mais je ne pense pas que ça ait eu des conséquences énormes, disons tangibles, palpables, sur notre action. Il y a eu des moments extrêmement désagréables, des moments où moi, personnellement, je me suis senti insulté, ou en tout cas pris à partie de manière injuste. Il y a sans doute eu des moments où, de l'autre côté, ce sentiment a également prévalu, mais il n'y a pas eu de choses graves qui se soient passées, c'est-à-dire d'énormités accomplies liées à cette compétition. Si tu permets, tu m'as interpellé sur l'OMS. Je tiens à rappeler que je ne représente absolument pas l'OMS, que finalement, j'ai quasiment été mis à la porte de l'OMS après l'histoire de Gaza. Donc, s'il te plaît, je ne suis pas responsable de l'invention du choléra amené par la mer dans l'eau salée. Ça, c'était l'invention de l'OMS de l'époque. Et oui, c'est ça. Et deuxièmement, effectivement, moi, je suis beaucoup plus touché par la compétition dans ce qui se passe actuellement. Je suis très fâché par rapport à Gaza, y compris MSF, y compris MDN, qui actuellement utilise la souffrance des Palestiniens pour la recherche de fonds par des gens qui ne sont pas sur le terrain, je tiens à dire, et navré. Je ne sais pas ce que tu parles, mais MSF est sur le terrain. Écoute, il n'y a pas grand monde qui peut travailler là-bas actuellement. Et surtout quand j'entends l'ancienne présidente de Médecins du Monde International, ma collègue Joanie, qui a fait l'interview, maintenant nous sommes les seuls humanitaires sur le terrain à Gaza,
Ça va. Voilà, je dirais ça. Et puis, non, il y a actuellement très très peu d'ONG avec des ex-patriés qui sont à Gaza et qui travaillent. Et je dis ça qu'il faut soutenir le droit, la Croissant-Rouge, voilà. Voilà. Alors là, tu peux la garder pour la prochaine. Voilà, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Rémi Mourman. Alors, on va passer à